Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast N'oubliez pas de rêver, le podcast de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver. Je suis Lucie, l'animatrice de ce podcast, et aujourd'hui j'accueille Mathilde. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lucie, merci pour ton accueil. Ravie de t'accueillir. Je te laisse te présenter en donnant ta qualité principale, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Mathilde, je suis une jeune femme de 28 ans. J'habite dans le département des Hautes-Alpes, plus précisément à Briançon. Mon activité professionnelle, je suis maître d'œuvre d'exécution et j'apprends en parallèle le métier de promoteur immobilier. Et je dirais que ma qualité principale, j'ai beaucoup réfléchi entre rigueur et détermination, mais je pense que c'est la détermination. Voilà. Ah, je l'ai déjà eu chez certains invités. Est-ce que tu pourrais donner ta définition ou un exemple de ce que c'est pour toi la détermination? Bien sûr, la détermination pour moi, c'est de tout donner, de tout mettre en œuvre jusqu'au fond de soi-même pour arriver à un objectif qu'on s'est fixé. Et je pense que j'ai ça depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire, je pense qu'un exemple, depuis que je voulais apprendre à faire de la trottinette, j'ai dit à mes parents, ce soir, je ferai de la trottinette. Je suis rentrée, je savais faire de la trottinette. Et Ok. dans ma vie, je fais ça. Voilà, je dis, je vais faire ça. Et bon, ça prend pas forcément une journée, bien sûr. Mais c'est voilà, c'est pour moi la définition de la détermination. Ok. Moi, je t'ai découverte via ton contenu sur les réseaux et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à accepter mon invitation. Alors, parce que bon, j'ai décidé l'année dernière d'ouvrir un autre compte Instagram. Au début, j'avais un compte Instagram privé, on va dire, et j'en ai Hmm. créé un second pour raconter ma vie. Et je voulais pas polluer les personnes qui me suivaient, qui n'avaient pas forcément envie de voir mon nouveau contenu. Donc, j'ai créé un nouveau compte vraiment destiné à raconter mes projets euh, privés et professionnels. Ça dépend un petit peu la thématique du moment. Parce que je me rendais compte que je me filmais beaucoup et que je parlais beaucoup seule, ou que j'expliquais des choses seule. Et je me suis dit, pourquoi pas les partager. Et pourquoi j'ai accepté? Parce qu'en fait, j'ai fait ce compte en me disant que j'allais rencontrer des nouvelles personnes, de nouveaux horizons, découvrir des nouvelles choses. Et je me suis dit, bah, trop chouette, ça fait même pas un an que j'ai commencé à faire ça et tu m'as sollicité, donc j'étais ravie en fait d'être Hmm. sollicitée. Est-ce Donc que voilà. tu veux bien nous partager ton parcours pour arriver à ton métier d'aujourd'hui? Et c'est aussi pour ça que je t'ai invitée parce que bah, tu es une femme dans le milieu du bâtiment et je me suis dit ça va être super pour aussi déconstruire et donner une autre vision de ce domaine-là. Pas de problème. Bon, je vais épargner maternelle, école primaire, collège. Je dirais que mon parcours, il commence au lycée. Oui. Euh, Pourquoi au lycée? Parce que bon, j'ai voulu absolument aller dans un lycée très scientifique, dans le Rhône-Alpes, à Lyon plus précisément. Et j'ai tout fait pour intégrer les classes de sciences de l'ingénieur, où, on apprenait vraiment des choses techniques, où il y avait que des garçons. Je me souviens, on était 3 filles dans une Hmm. classe de 30. Et pour moi, c'est pour ça que je dis mon parcours a débuté là. Quand je regarde où je suis aujourd'hui, finalement, mon environnement n'a pas trop changé. Donc voilà, j'ai fait le lycée Lamartinière Mon Plaisir à Lyon, qui est un très bon lycée. J'ai passé des belles années, j'ai beaucoup appris. Et ensuite, je me suis dirigée vers une école d'ingénieur en génie civil parce que je voulais absolument travailler dans le bâtiment. Donc j'ai refusé les sollicitations des prépas intégrés qui étaient en relation avec mon lycée pour intégrer une école avec une prépa directement dans l'école où on avait dès la première année des matières en lien avec le bâtiment et le génie Ok. civil de manière générale. Donc j'ai fait l'ENISE pendant 5 ans. Donc l'ENISE, c'est à Saint-Étienne. C'est une école qui offre la possibilité de faire des stages de plus en plus conséquents en 3, 4 et 5e année pour vraiment découvrir des métiers pendant des longues périodes, donc de un semestre à chaque fois, donc 5 mois en entreprise Ok. sur les 3 dernières années. Donc c'est pour ça que cette école m'a beaucoup plu. Dans cette école, bon, j'ai choisi toujours les spécialités liées au bâtiment, comme je l'ai dit, et j'ai testé sur les 3 stages vraiment des univers différents au sein du Ok. bâtiment. Donc le premier, c'était en entreprise générale. Entreprise générale, c'est
une entreprise qui a un contrat complet pour construire un bâtiment et qui a des effectifs au sein de la société et qui sous-traite certains travaux. Donc, j'ai passé 5 mois sur un chantier, plus 2 mois l'été pour les petits jobs Allez. étudiants. Ok. Là, voilà, là, je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé ma voie, c'est confirmé, quoi, j'adore. De la deuxième année de stage, je suis partie à Londres pour faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Je savais que je voulais pas le faire, mais je voulais être sûre. Donc, j'ai testé bureau d'études structure. Donc là, c'était un ordinateur et que du calcul. Ça m'a confirmé que c'était pas ma voie. Ok. Donc, très enrichissant parce que c'était à Londres, très dépaysant. Oui. J'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai aussi bien confirmé que je voulais pas travailler en bureau d'études. Et dernier stage, j'ai travaillé à Lyon au sein d'un cabinet qui avait une entreprise donc, de promotion immobilière et une filiale de maîtrise d'œuvre d'exécution. Je vais détailler un tout petit peu. La Oui. promotion immobilière, c'est un terme assez courant. Donc, voilà, les promoteurs immobiliers, ils font construire des bâtiments qu'ils revendent, en gros. Ok. Maître d'œuvre d'exécution, c'est une personne qui travaille pour le promoteur immobilier et qui a pour but de suivre son chantier d'un point de vue donc suivi de travaux au sens faire les réunions de chantier, choix technique, accompagnement dans le suivi financier de l'opération, gestion des clients parfois selon le type de contrat. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 3 ans à Lyon et ensuite j'ai voulu déménager donc à Briançon, là où je suis actuellement, Ok. parce que mon compagnon était de cette région et que c'était difficile pour lui d'imaginer faire sa vie en ville. Donc je l'ai rejoint à la montagne. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, je fais aussi de maître d'œuvre d'exécution pour un groupe immobilier briançonnais qui est implanté sur le territoire depuis une cinquantaine d'années. Voilà. Tu partages souvent ton quotidien sur ton compte, mais est-ce que tu veux bien, voilà, réexpliquer à quoi ça peut ressembler une journée dans ton métier? Ouais, bien sûr. Euh, que mes journées elles sont assez différentes finalement, mais si je devais raconter une journée type, bon, ça serait arriver au bureau assez tôt pour traiter les mails. Ça, c'est la clé, quoi, être tranquille avant que le téléphone se mette à sonner. Après, ça peut être par exemple une réunion de chantier sur le terrain ou avec les entreprises, avec ou sans clients. Parce qu'en fait, je fais à la fois des maisons, des chalets, mais aussi des ensembles immobiliers d'une centaine de logements. Donc, selon le type de projet, il n'y a pas forcément les mêmes intervenants. Ensuite, on rentre au bureau, compte rendu de chantier. Généralement, l'après-midi, il va y avoir un peu d'administratif, la gestion des factures, la facturation auprès des clients, les factures qu'on reçoit en tant que constructeur, réalisateur. Et puis, il va y avoir tout le suivi au quotidien des chantiers, les petits aléas, l'entrepreneur qui appelle parce qu'il n'a pas compris telle ou telle chose sur un plan. Euh, et puis, la préparation des futurs projets, donc relecture des plans, relancer les bureaux d'études, relancer un architecte. Voilà, c'est un mix entre être sur le terrain en réunion de chantier pour expliquer ou contrôler et être au bureau pour préparer ou voilà, simplement de la gestion quotidienne aussi administrative. Ça, c'est mon quotidien dans mon travail. Voilà, Ok. c'est mon quotidien au travail. Parce que ma journée type ne s'arrête pas à la fin de ma journée de travail. Est-ce que tu avais toujours voulu faire ça ou en tout cas évoluer dans ce domaine-là? Oui, bah, depuis que j'ai 3 ans. Je Ok. pense que je voyais des chantiers quand j'étais petite et je disais à mes parents, il y a des pelles mécaniques, c'est fou, quoi. Moi, je veux faire ça. Donc, on me disait, bah, si tu veux. Après, je disais, je veux être architecte. Et puis après, non, j'ai vraiment compris que je voulais faire un métier plus technique que l'architecte, qui est déjà un très, très beau métier. Mais j'avais vraiment envie d'être un rôle charnière entre les clients, là, les intervenants techniques d'un projet et d'être vraiment cette charnière pour traduire, en fait, un Ok. besoin vers une réalisation. Hmm. Voilà. Et quel type d'élève tu étais? Studieuse, première de la classe. Ok. Un petit peu rebelle, par contre. Mais oui, oui, plutôt pas première, mais j'aimais bien être première. Mais on va dire oui, toujours très, très studieuse, très, très à l'heure. Voilà, déléguée. J'affectionnais bien, enfin, j'affectionnais d'être à l'école, quoi. Je Hmm. passais des très bons moments engagés, enfin, investis. Voilà, c'est le terme Ouais, que je cherchais. investi. Tu partages ton quotidien donc sur les réseaux. Comment t'es venue cette idée? Parce que j'aime bien filmer, j'aime bien regarder du contenu. J'adore regarder du contenu de femmes qui racontent leur quotidien, des choses qu'elles font, notamment bon, des rénovations,
des sportifs, des choses comme ça. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer? J'étais beaucoup encouragée par ma petite sœur parce que je lui racontais que je voulais faire ça. Elle me disait, mais pourquoi tu le fais pas? Je lui disais, mais tout le monde s'en fout de ce que je peux faire. Et elle me disait, bah, t'as qu'à essayer, tant que tu te fais plaisir, en fait, tu t'en fous. Il n'y a pas à te mesurer en termes d'audience, de vues, etc., de statistiques. Et donc, je me suis lancée. Ça faisait longtemps que j'avais ouvert le compte, en fait. Et après, j'ai mis quelques mois avant de me dire, OK, je vais poster du contenu. Et c'est venu, en fait, aussi avec un autre projet personnel qui a émergé, qui était la réalisation de maisons, enfin, ma maison et une maison en plus pour mes parents. Donc, ce projet de construction-là que je mène de A à Z avec Mm. mon compagnon a fait que ça m'a entraîné vers le fait de partager, de créer du contenu en fait autour de ce projet-là spécifiquement. Mm. Et aujourd'hui, avec un petit peu de recul, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que ça m'a apporté un petit peu de créativité, chose qui n'est du coup très loin dans mes qualités. Je suis pas du tout, voilà, je suis pas très artistique, j'ai pas d'âme de fibre artistique. Ok. Ça, c'est assez certain. Et du coup, le fait de créer du contenu, de m'intéresser à des logiciels de montage, de réfléchir à la prise de vue, comment le monter, etc. Voilà, ça m'apporte en fait une nouvelle découverte plein de découvertes en fait, dans un domaine que je ne connais pas. C'est le montage, la prise de son, voilà, et puis tout l'univers de la création de contenu. Donc, je dirais un petit peu de développement personnel en fait, autour d'un nouveau Ouais. thème. Sur ton compte, tu partages notamment les coulisses de ton métier. C'était quoi l'idée de départ? Qu'est-ce que tu as voulu montrer? Euh, alors, en fait, j'essaye de faire des petites séries. Donc, bon, je fais du CrossFit, donc j'essaye de montrer des petites choses de CrossFit. Ouais, Je fais ma maison, donc je me dis, OK, ouais. je vais filmer des choses autour de ma maison. Et après, je me suis dit, et ma sœur et mon agent, ma petite agent, en fait, qui m'appelle le soir en me disant, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et je sais plus, un jour, je me dis, bah écoute, je vais me filmer en continu, en réunion. Et puis après, j'en créerai un montage. Et en fait, c'est vraiment l'objectif, c'était de me dire, je pose mon téléphone et je travaille, quoi. Je calcule plus du tout mon téléphone. Donc, en fait, c'est un plan fixe et que, après, je viens travailler. L'idée, c'était de montrer vraiment ce que c'était d'être assise dans une pièce et de répondre au téléphone sur une question ou d'avoir un échange avec des collaborateurs autour d'un projet, de... comme un live, quoi. Voilà, Mm, c'était mm. un petit peu l'idée, pardon. Et c'est vrai que c'est le contenu qui a le plus marché, alors qu'étonnamment, c'est peut-être celui le moins travaillé, ce qui peut être un petit peu frustrant quand on fait des petites vidéos sur les réseaux. Ben, moi, c'est comme ça que je t'ai découverte, c'est sur cette série-là, donc tu vois. Ah, mais c'est fou. Enfin, moi, je pensais pas, quand j'ai posté ça, je me suis dit, mais ça va intéresser personne. Euh, et je pense que comme c'est un petit peu étrange, enfin, que c'est pas un contenu qu'on voit beaucoup, je me suis dit, ça peut peut-être interloquer, donc susciter en fait un engagement autour de la vidéo, enfin, d'attention sur une Ouais, de vidéo, rétention, ouais. voilà, de rétention, c'est le terme, merci que je cherchais. Un taux de rétention beaucoup plus, et d'ailleurs c'est le cas, beaucoup plus grand que sur une vidéo plus classique de personnes qui sont sur un chantier, etc. Où finalement il y a quand même beaucoup de contenu autour de ça aujourd'hui sur les réseaux. Mm. Tu as une idée reçue sur ton métier que tu aimerais déconstruire? J'en ai plusieurs. Bon, tu as le Pardon, droit c'est de un petit plusieurs rire. s'il y en a plusieurs. Non, je vais répondre vraiment à l'idée numéro un. J'en parlais encore il y a une semaine avec mon patron. L'idée reçue, c'est que quand on est une femme, on peut pas faire ce métier-là. C'est assez dur à dire, mais même en 2026, je l'entends encore. Et qu'on peut pas avoir un poste à responsabilité, qu'on peut pas diriger des équipes, qu'on peut pas comprendre la technique, qu'on peut pas avoir un avis technique pointu sur des sujets. Ça, c'est vraiment l'idée reçue que j'essaye de combattre et que je combats au quotidien, en fait, Mm. parce Et, que je pense que c'est important. et ouais, c'est quoi ton regard bah, à toi là-dessus sur tous ces préjugés? Est-ce que des fois tu dois recadrer? Est-ce que des fois il y a des situations où c'est plus compliqué? Oui, il y a des situations qui sont compliquées. Euh, en fait, c'est un combat un petit peu au quotidien. C'est déjà d'asseoir ses compétences, de montrer qu'on est compétente et de passer au-delà de l'a priori que la personne pourrait avoir. Moi, je travaille beaucoup avec des hommes. Je travaille beaucoup avec des hommes qui ont entre 40 et 60 ans.
Et je suis une femme, et quand j'ai commencé, j'avais 23 ans. Donc, Hmm. c'est sûr qu'il y a déjà tout cet a priori à affronter, et puis montrer, en fait, juste par ses compétences, au-delà d'être une femme ou un homme, qu'on peut Ouais. faire très bien ce métier-là. Voilà. Et après, bien sûr, il y a un petit peu de recadrage à faire. C'est pas, c'est assez difficile de le faire, mais je le fais pour toutes celles qui arrivent pas à le faire, justement. Voilà. Je me permets de le faire parce que je me dis qu'au moins ça peut ouvrir la porte à des personnes derrière moi ou de mon âge qui osent pas. Voilà. Tu as évoqué tout à l'heure le fait de te former à la promotion immobilière en parallèle de ton métier. Est-ce que tu veux bien Oui, nous en parler? Parce que je n'étais pas au courant. ouais, bien sûr. En fait, dans le groupe pour lequel je travaille, donc on a des cellules, une cellule technique qu'on va appeler bureau d'études où je travaille. Oui, Donc c'est vraiment ce que j'expliquais tout à l'heure, le suivi de chantier, le suivi financier d'un projet, le suivi technique d'un projet. Et dans le même groupe immobilier, on est aussi promoteur immobilier. d'accord. Ok. Donc on a voilà, ces deux casquettes. Entre autres, on a d'autres activités, mais ces deux casquettes-là. Et le métier de promoteur immobilier, donc, c'est trouver des terrains, des assiettes foncières, des, des lieux en fait à reconstruire, enfin à rénover ou à construire, et de développer un programme, c'est-à-dire de dire bah, sur ce terrain, je vais faire deux ensembles de logements de 30 chacun, Ok. comment ils vont être faits, à quel prix je vais les vendre, combien je vais les acheter pour les construire, combien ils vont me coûter à la construction plus précisément, quel cahier des charges techniques je vais mettre en face pour répondre à un besoin sur un secteur. Voilà. Et ça, au quotidien, en fait, j'apprends au fur et à mesure. J'ai quelques missions de plus en plus grandes sur ces thématiques-là. Ok. Voilà. Mais tu te formes en interne? Enfin, c'est sur Oui. quel rythme? Tu as commencé depuis quand? Enfin, Alors, en fait, j'ai commencé. C'est une formation un petit peu informelle. ok. C'est-à-dire que mon patron fait ce métier-là. Bien sûr, il sait faire le mien sans commune mesure, et il est aussi promoteur immobilier. D'accord. Et Ok. donc, c'est en étant avec lui en fait au quotidien, en lui demandant, ben, voilà, je veux faire ça, comment je peux vous aider là-dessus. Au départ, c'était simplement comment je peux aider, comment je peux apporter mon aide sur ce projet bien avant même le fait de commencer les travaux, que je me forme. Donc, en fait, au quotidien, voilà, ça fluctue selon les semaines sur les thématiques qui arrivent. Mais là, j'ai développé avec lui, bien sûr, deux projets immobiliers à Gap. On est en train d'en développer un troisième. Et sur ces programmes-là, je joue le rôle de maître d'œuvre d'exécution, bien sûr, à 100%. Et j'ai cette petite casquette de promoteur immobilier avec. Ok. Et voilà, je suis vraiment en amont du programme. Dès qu'on trouve le terrain, qu'est-ce qu'on va faire dessus, comment on va implanter les bâtiments, toute cette réflexion en fait, de construction du projet, j'y participe. Voilà. Pour à terme Euh, essayer d'en développer seul. ok. Tu as l'air, quand je t'écoute, d'être à l'aise avec cette notion de responsabilité et d'en accepter aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé au fil du temps? C'est une bonne question. Ah, Euh, on me connaît pour ça, pour les questions. C'est une bonne question. Je pense que j'ai toujours eu cette... Alors, quand on est enfant, bien sûr, on n'a pas la même notion de responsabilité que dans Mm, la vie d'adulte, mais j'ai toujours eu cette notion d'être responsable, que ok. ce soit au sein de ma famille. Je suis l'aînée déjà de ma fratrie, on est deux sœurs. J'ai toujours eu ce comportement de personne responsable. J'ai jamais trop... je suis jamais allée au-delà des consignes, des règles que mes parents me donnaient. J'étais quelqu'un de... Voilà, sage, Ok. ordonnée. Et donc, du coup, effectivement, après la prise de responsabilité dans le métier, euh, c'est un petit peu, je dirais pas inné, parce que je trouve ça très prétentieux, mais c'est quelque chose Mm, que j'aime beaucoup. J'adore avoir des responsabilités. Bien sûr, il y a toujours plus on prend de responsabilités, bon, ben, plus il y a de risques oui. mais que ça dysfonctionne et que ça soit de notre faute, de notre erreur, par exemple. Mais je trouve ça plus intéressant que de se décharger de toute responsabilité et de rester en retrait. Donc c'est vrai qu'instinctivement, je prends souvent le lead dans une équipe. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Est-ce que tu trouves, tu vois la satisfaction dans la réalisation des projets et de le voir Mm. abouti? Est-ce que c'est ça ouais, Oui, pas en fait, qui t'épanouit, mais je pense que quand on construit, je pense qu'on déjà on laisse une marque quelque part. En fait, ok,
Une fois, j'avais écouté quelqu'un qui discutait du métier de construire, de l'art de construire, peu Ouais. importe ce qu'on construit finalement. Et je me dis que déjà, l'être humain, il a toujours fait ça. En fait, il a toujours construit au fur et à mesure des siècles des choses. Et parfois, quand on visite un endroit, quand on visite un musée, par exemple, on se dit, bah, ça a été construit en 1500. Et je me dis peut-être qu'un jour, en 2600, on dira, bah, Mhm. en 2000, bien sûr, ça ne sera pas mon prénom ni mon nom qui apparaîtront, mais je me dis que je participe en fait à l'évolution aussi indirectement quand on bâtit des nouveaux bâtiments avec des nouvelles technologies à une certaine échelle, hein, bien sûr, c'est une petite échelle, mais je me dis que c'est laisser une trace, voilà. Ouais. Et ce qui me plaît après plus au quotidien que dans l'aspect philosophique des choses, je dirais, c'est le contact humain. Je suis en permanence en fait en contact avec des personnes, que ce soit des entrepreneurs, des clients, des bureaux d'études, des architectes, de la personne qui est chef d'entreprise à l'ouvrier qui est sur le terrain alors qu'il fait -10 et qui se caille. Voilà, ça, Ouais. c'est ce que j'aime en fait, c'est de travailler en équipe, c'est le travail d'équipe, même quand on ne fait pas partie de la même société. On a besoin de travailler ensemble pour que le projet il arrive à terme. Et c'est ce qui me plaît. Mm. Tu vois, je me suis noté une question sur les compétences pour toi qui sont indispensables à ton métier. Et je me suis mis un truc, tu vois, sur l'aspect. Euh, en fait, quand je regardais tes vidéos, j'avais cet aspect technique, mais énormément de relationnel aussi. Oui. Ah Ok. oui, oui, il y a beaucoup on va dire, il faut une base technique. Mais de toute façon, la base technique, même à l'école, on va avoir une petite base technique, mais elle va grandir au fur et à mesure. Je Mm. suis consciente que je connais pas tout, je connaîtrai jamais tout. Et je pense que quand on se dit ça, justement, on échange avec les autres et on apprend aux autres parfois, quand on évolue un petit peu, et surtout, on reçoit beaucoup. Donc, en fait, cet aspect relationnel, c'est une des qualités qu'il faut avoir et qui vient se compléter, par contre, avec l'organisation et la rigueur. Ça, Ok. c'est, voilà, vraiment l'organisation, la rigueur, je dirais que c'est la Intéressant. clé pour faire voilà, pour gérer des projets quand on pilote un projet et qu'on doit guider en fait plein d'entreprises en même temps vers un but commun. On peut pas soi-même ne pas être organisé, voilà. Et se donner une rigueur, comme je dis aux entreprises, quand je vous demande d'être rigoureux, la première personne avec qui je suis rigoureuse, c'est moi-même. Mm. Et donc, une fois qu'ils ont vu que moi, je joue ce rôle, que je montre un exemple de rigueur, après, ça se passe mieux. Donc, gérer rigueur, organisation, et après, relationnel, travailler avec le sourire, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui t'épanouit aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'épanouit aujourd'hui? Au sens large, je pense avoir un métier passionnant, qui me permet aussi de faire des projets à titre personnel Ouais. qui me passionnent, d'avoir des ambitions aussi. Ça me nourrit beaucoup, de me dire, bon, ok, aujourd'hui on est en 2026, mais en 2030, j'imagine que tu seras ça, 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 que tu Ok. feras ça, que voilà, ça me réjouit. Et de combiner un petit peu tout ça avec du sport pour le bien-être et la relaxation. Je dirais de retrouver un petit peu de calme, de sérénité le soir après des journées qui peuvent être mouvementées. Donc ça équilibre en fait entre le travail, les projets pro et perso et le sport. Justement, c'était ma question suivante. C'est comment tu as construit justement ton équilibre vie pro, vie perso? Comment tu arrives à faire en sorte de trouver cet équilibre au mieux, même si je pense que des fois, il y a peut-être des périodes où c'est en déséquilibre, mais voilà, Oui, au on va max. dire que c'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a des périodes où c'est en déséquilibre. Moi, je pense qu'il faut voir ça sur une journée, c'est trop court pour trouver l'équilibre. Ouais, Je dirais déjà au sens de la semaine, parfois du mois et parfois de l'année, à des échelles différentes. Je dirais qu'à l'échelle du quotidien, c'est de couper son téléphone le soir. Ça, ah, c'est le respect. Moi, j'ai deux téléphones, je travaille toujours avec deux téléphones, ok. un pro, un perso. Et comment le pro s'allume le matin quand j'ai envie. Généralement, au petit-déj, je check mes mails, bon, voilà. Mais surtout le soir. C'est-à-dire que le soir, au moment où je dis je vais m'entraîner, par exemple, je vais au CrossFit, j'éteins le téléphone et je le réouvre que le lendemain matin à Hmm, 7h30. ouais, Comme ça, quand j'ai un petit peu décompressé, je me reprends pas une vague. Parfois, un mail, il peut juste faire une vague de stress ou d'anxiété. Et en plus, ouais. c'est pas à 19h qu'on va trouver la réponse. Donc, je préfère voir le problème à 7h le lendemain. Et comme ça, j'ai bien dormi, je passais une bonne soirée.
le matin, la journée est là pour résoudre les problèmes. Donc, Ouais. je dirais, voilà, d'arriver un petit peu des moments à dire, à mettre une barrière, en fait. Ouais. Et je trouve que la barrière technologique aujourd'hui, de toute façon, qui peut un petit peu nous gêner, ça va être les mails, le téléphone. Ouais. Voilà. Moi, j'essaye de vraiment couper les communications, en fait, à partir d'une certaine heure. Je trouve que c'est un bon rappel parce que, tu vois, je travaille aussi en bilan de compétences avec c'est quoi les marges de manœuvre, tu vois, sur cet équilibre vie pro, vie perso. Et je fais souvent un rappel là-dessus. Je dis, mais le téléphone, vous avez le droit de l'éteindre et de couper. Donc, merci. C'est un bon rappel pour ça. Après, Euh, ça dépend un petit peu l'environnement dans lequel on travaille. Il peut y aussi y ouais, avoir des sollicitations euh, qui mettent une pression et qui font que la personne va se sentir redevable d'être tout le temps disponible. Moi, je suis ouais. quand même convaincue que quand on est très disponible la journée, quand on fait son travail à 100%, on peut se dire qu'à 18h, 19h, peu importe les horaires de chacun, on peut avoir un moment pour soi le soir, en famille, avec ses proches. Je pense que c'est important. Comment tu te vois évoluer dans ce secteur? Tu parlais tout à l'heure de 2030, etc. Mais c'est comment tu te projettes, toi, à plus ou moins long terme? Moi, j'ai toujours rêvé d'être chef d'entreprise. Chef D'accord. d'entreprise dans le bâtiment, c'est ce que je projette depuis que je me rappelle, en fait. Je me suis jamais dit que j'allais faire autre chose. Donc, j'aimerais, alors pas dans l'immédiat, mais un jour, à terme, arriver à avoir mon entreprise, soit reprendre une entreprise, soit créer une entreprise. Tout est la question. J'ai pas la réponse à cette question, mais à terme, ça serait d'être ma propre patronne et vraiment, pas forcément être à mon compte, mais d'avoir une entreprise au sens avec des employés, des personnes à manager, à aider, à pousser vers un objectif commun. Ok. Est-ce que tu as une anecdote, une belle histoire à partager, un projet qui t'a marqué en particulier? Je suis arrivée ici, donc dans les Hautes-Alpes. Je me souviens du premier jour où j'ai commencé à travailler, sachant que je voulais absolument travailler pour cette entreprise. Donc j'avais déjà tout mis en œuvre auprès de mes proches dans la région en leur disant je veux le numéro de cette personne, je veux l'appeler, je veux avoir son téléphone, ben là pour le coup, désolé, personnel, pour pouvoir l'appeler et essayer de me faire embaucher. Euh, et donc, là, au début, quand j'ai réussi à enfin avoir son numéro, j'étais très contente, mais la réaction première a été, je cherche personne. Bon, j'ai dit, ben, tant pis, Mince. mon rêve s'arrête. Et puis, il m'a quand même dit, je pense qu'un petit peu par politesse, voyant que j'avais un petit peu insisté, d'envoyer quand même un CV, une lettre de motivation. Bon, je sentais que c'était quand même un coup d'épée dans l'eau, mais je l'ai quand même fait. Et puis, quelques soirs plus tard, là, je répondais au téléphone jusqu'à 20h à l'époque. Il m'a, il m'a contacté en me disant, bon, écoutez, votre profil est super. Venez me rencontrer. Bon, là, je me suis dit, c'est qui tout double, quoi. Je joue ma vie, en fait. Je sentais que je jouais, pas ma vie, mais une étape de ma vie, en tout cas. Hmm. Parce que ça signifiait de quitter Lyon, de quitter mon employeur, de quitter ma famille et de venir déménager ici. La condition sine qua non pour moi, c'était d'avoir un travail et d'avoir ce travail, en fait. Et donc, j'ai rencontré quelques semaines plus tard, un samedi matin, totalement stressée. Bon. Et puis, j'ai fini l'entretien, qui était d'ailleurs assez dur. Maintenant que je le connais, je me dis, c'était un entretien sévère, quoi. J'ai fini par serrer la main en disant, OK, j'arrive dans 3 mois, quoi, le temps de mon préavis. Et voilà, ça, je me souviens, c'était la première étape où après, j'ai annoncé à mon compagnon, notamment, en lui faisant une petite surprise que je venais, que voilà, c'était officiel. Donc, c'était super, c'était un bon souvenir pour moi. Et derrière, justement, quand je suis arrivée, c'était un petit peu compliqué dans l'entreprise, il y avait un petit peu de turnover. Il fallait reprendre des projets au pied levé, j'étais toute seule. La personne avec qui je devais travailler en binôme avait démissionné. Donc, je me retrouvais en fait seule dans une région où j'avais zéro contact. Je connaissais pas les lieux, je connaissais pas les entreprises, je connaissais pas l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et j'ai démarré en avril. Mon patron avait fait à l'époque des courriers aux acquéreurs en disant, écoutez, on sort du Covid, on a eu des gros problèmes, on vous livrera avec 6, 7 mois de retard. Et puis, moi, je suis arrivée en avril. En fin avril, je lui ai dit, c'est bon, fin juin, on est prêt. Il m'a dit, vous êtes sûr? Je dis, oui, je suis sûre. Je me suis dit, on va se remonter les manches, on va y arriver. Et juin était la deadline, en fait, contractuelle.
Et du coup, le 22 juin, on a livré. C'était mon premier projet, en fait, ici. Le Ok, projet qui était en chouette. cours, mais que je devais terminer. Et c'est, voilà, pour moi, je me suis dit, bon, ça part du bon pied. C'était aussi Un exercice. une manière pour moi de montrer que j'en voulais, quoi. Voilà. Ouais. J'avais envie Je d'être là et que j'avais envie de bosser. trouve que c'est un bon rappel, tu vois, là, ton histoire aussi d'utiliser son réseau. Tu vois, quand on cherche à changer là de région pour toi, mais malgré tout, on a plein de ressources et ça peut être des personnes aussi ressources. Et voilà, je suppose que tu as trouvé par intermédiaire et tu as réussi à remonter. Ouais, Exactement. ce Moi, j'ai qu'elle dit à tous ok. mes amis, écoutez, moi, je vais venir ici et il faut trouver. Vous êtes tous les, parce que j'avais beaucoup d'amis qui travaillent dans le bâtiment, en fait, et mon compagnon aussi. Je leur ai dit, voilà, vous le voyez sur un chantier, vous l'arrêtez, vous lui dites que vous me présentez rapidement, vous prenez son numéro et vous me l'envoyez. Et vous lui dites que je vais l'appeler. Et c'est arrivé dans les semaines après, j'ai reçu le numéro. Donc, juste oser et un peu Merci. Putain. à Bon, très bon persévérer, quoi. rappel. Ok, ça me va très bien. Je suis très contente que tu parles de cette notion-là. Si tu devais convaincre une personne en reconversion de rejoindre ton secteur, qu'est-ce que tu dirais? Venez, c'est super, Je... oui. C'est super. Non, non, je dirais que... Non, non, je dirais pas c'est super. Je dirais que c'est un secteur difficile, le bâtiment, quand même. C'est un secteur qui a pas forcément une belle image. Donc, il n'y a pas forcément une belle image parce que polluant, notamment. Hein. Quand on entend à la radio le matin, le bâtiment, c'est tant de pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre. Bon, c'est un petit peu culpabilisant, je dirais. Mais en même temps, je dirais que c'est un secteur où les humains, en fait, sont, je pense, encore très accessibles, très sociables, avec qui on peut discuter. On est très entouré. C'est un milieu, en fait, où tout le monde échange, tout le monde se connaît. Je dirais que c'est très riche, en fait. C'est des métiers très riches, avec pas de monotonie. Voilà. Ouais, la variété. Beaucoup de variétés, beaucoup de relations, beaucoup d'apprentissage. Ça nourrit Ok, beaucoup le cerveau aussi. ouais. Et est-ce que aussi tu dirais que c'est un environnement pour les personnes qui sont attachées au concret, parce qu'il y a quand même une réalisation, tu vois, qui est matérielle. Donc je voulais aussi ton avis Oui, là-dessus. oui, je dirais que c'est Mhm. effectivement, ça se rattache au concret, on voit les choses. Donc, pour les Ouais. personnes qui aiment, il n'y a pas que des documents à remplir, il y a pas beaucoup d'administratifs. C'est beaucoup de concret finalement. Et c'est aussi un milieu assez cash dans la discussion. Direct. Voilà, c'est un milieu direct. Donc ça peut un petit peu choquer, mais en fait, les échanges sont assez directs, donc assez faciles finalement. On n'a pas besoin de prendre 15 virages pour arriver à destination. On échange bien sûr dans le respect, mais de manière Oui. directe. Ok, je vois. C'est important Oui. de le préciser. C'est qui tes rôles modèles à toi qui t'inspirent? Hmm. Ça va être un petit peu bateau, mais je dirais mes parents. Ouais, mes parents, ma maman, mon papa, pour la manière dont ils ont construit leur vie, en fait. Et justement, sur ils ont un travail qui occupe une place centrale, mais leur famille aussi occupe une place centrale. Et ils arrivent à deux à gérer, en fait, tout ça et de construire, en fait, un environnement super agréable et dans lequel j'ai adoré grandir. Et après, au sens professionnel, je dirais les entrepreneurs, les chefs d'entreprise autour de moi qui m'entourent et qui se lèvent le matin en ayant vraiment cette détermination, cette fougue, quoi, cette rage de réussir. Justement, bah, c'est le thème 2026 du podcast, c'est la réussite. C'est quoi ta définition à toi de la réussite? Pour moi, la réussite, c'est d'être bien dans sa peau, bien au travail et bien quand on rentre chez soi le soir. En fait, d'être en accord avec soi-même sur ce qu'on fait au quotidien, si on a des ambitions, on n'est pas obligé d'avoir des ambitions de devenir chef d'entreprise, grande patronne, mère de famille. Mais en tout cas, c'est de répondre à ce dont on a besoin, ce qu'on souhaite intimement au fond de soi, quoi. Pour moi, c'est ça la réussite. Est-ce que tu as des projets, des rêves pour la suite? Eh bien, des rêves concrets, je dirais finir ma maison, finir les deux maisons que j'ai commencé, ça c'est un rêve concret.
Je l'ai dit un petit peu plus tôt, ça serait d'avoir une société à terme. Ouais, Et après, d'un point de vue personnel, dans l'immédiateté, je dirais de continuer, de construire cet équilibre entre vie perso, sport, vie professionnelle. ouais. Et puis à terme, de construire ma famille aussi dans tout cet environnement-là, quoi. Mm. Où est-ce qu'on peut te retrouver, notamment sur ton compte Insta, que tu puisses donner le nom, s'il y a des gens qui veulent te suivre après Oui, l'épisode. n'hésitez pas. C'est un compte Instagram qui s'appelle Dans la vie de Matou. Matou, Mathou, parce que mes amis très proches ne m'appellent pas Mathilde, ils m'appellent Matou. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast comme ça. Ce podcast, n'importe quoi, ce compte Instagram. Charlène de l'épisode précédent a laissé une question. Oui. Sa question est, qu'est-ce qui te fait te sentir le plus vivante? Qu'est-ce qui me fait me sentir le plus vivante? De me dépasser. De me dépasser, je dirais de me dépasser au quotidien dans le quotidien du travail, de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. Ça me fait sentir vivante et de m'épanouir aussi à travers le sport. À mon niveau, bien sûr. Parce qu'on m'écoute, on a l'impression que je suis une athlète de haut niveau. Pas du tout. Simplement, je me tiens à des séances de sport plusieurs Régulière. fois par semaine et régulières, voilà. Et ça me fait aussi beaucoup sentir vivante. Est-ce que tu as un exemple par rapport à ça, le dernier moment où tu t'es sentie vivante notamment? Ah, je dirais, je sais pas si elle m'écoutera, mais j'ai une coach de CrossFit qui s'appelle Florie, qui est top. Je lui ai dit plusieurs fois, mais du coup, si elle écoute ça, je serais ravie J'espère qu'elle qu'elle l'entende écoutera. à nouveau. Oui, je lui dirais. Je trouve qu'elle a un coaching qui est exceptionnel sur le plan humain, en fait. Et elle nous a fait nous dépasser la dernière fois. Donc, généralement, au CrossFit, il y a Niveau. plusieurs entraînements très différents. Il y a une partie des entraînements qui réside dans le fait de faire des répétitions d'un mouvement, une ou plusieurs répétitions avec Mm. une charge donnée, et de construire en fait une force autour de ça et de se tester au fur et à mesure de l'année pour voir si on arrive à évoluer. Et récemment, j'ai fait ce qu'on appelle une 3 RM, donc 3 répétitions max avec charge maxi en fait de squat. Ok. Et j'ai dépassé, voilà, j'ai gagné 7 kilos et c'était avec elle en fait. Et quand j'ai Top. terminé les répétitions, je me vois en fait me sentir, il y a une espèce de décharge de dopamine, je pense. Je suis pas experte dans le domaine, mais je pense que c'est ça. Et je me souviens très bien de ce moment où elle m'a dit, ah, je vois que t'es bien juste après. Je lui dis, ah ouais, c'est exceptionnel. Et là, je me suis sentie vivante. Dans Ok. l'effort, je me sens vivante généralement. Tu peux toi aussi laisser une question pour l'invité suivant. Je t'écoute. Ma question serait, dans ton quotidien et par rapport aux rêves que tu as, qu'est-ce que tu mets en place justement pour atteindre ces rêves, pour continuer de rêver? Alors, souvent dans le podcast, pour les gens qui nous auront écoutés jusqu'à la fin, je demande à ce qu'ils mettent un mot en commentaire qui soit lié à l'épisode. Mais voilà, je vais peut-être te laisser choisir le mot parce que je ne sais pas trop quoi demander. Est-ce que tu veux mettre CrossFit? Est-ce que tu veux mettre un autre mot qui serait lié à ce qu'on a discuté pendant l'épisode? Eh ben, moi, je dirais construction, parce que construction au Construction. sens de mon métier, mais construction aussi au sens de la vie, de ses projets, Très bien. de ce Voilà. qu'on est. Voilà. Donc voilà, pour tous ceux qui écoutent, qui nous ont écoutés jusqu'au bout, on a presque terminé. Il nous reste que la conclusion. Voilà, commenter avec le mot construction, ce sera super voilà, pour mettre en valeur l'épisode. Donc Mathilde, ça va être l'heure de la conclusion. Donc c'est l'invité qui termine et la seule consigne, c'est de terminer par le titre du podcast. N'oubliez pas de rêver. Je t'écoute. Ok. Eh bien, je tiens à te remercier pour ce temps Avec d'échange. plaisir. J'espère qu'il y aura d'autres femmes, mais aussi d'autres jeunes hommes qui écouteront ça et qui se permettront de rêver à des métiers, par exemple, où on n'attend pas forcément qu'ils y accèdent. Moi, je trouve ça très important, peu importe d'où on vient, ses origines, son prénom. Je pense que c'est très important de, se, de combattre, en fait, de garder foi en soi. Voilà. Et surtout
surtout, n'oubliez pas de rêver. Top, merci beaucoup Mathilde. De rien. Avec plaisir, au revoir. À bientôt.